Bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom sur, l'émission qui vous donne chaque semaine les clés pour mieux comprendre les grandes transformations du pays. Ce soir, c'est une édition spéciale consacrée à un moment important pour notre capitale Nouakchott, à savoir l'inauguration du pont de l'amitié et le lancement officiel de la première phase du programme Nouakchott Mobilité 2026. Deux projets structurants qui répondent à une ambition claire, repenser la mobilité de Nouakchott, désengorger les axes les plus saturés, améliorer la sécurité, moderniser les infrastructures et faire de la capitale une ville plus fonctionnelle, plus durable et plus équitable pour tous ses habitants. Alors, que vont changer ces nouvelles infrastructures dans notre quotidien? Quels sont les défis à venir et quel impact à long terme sur la ville et ses citoyens? Pour en discuter ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir trois personnalités directement impliquées dans ces projets, à savoir M. Bawad Mahfoud, qui est chargé de mission auprès du ministre de l'Équipement des Transports. Bonsoir et bienvenue. M. Malik Fall, qui est directeur général de la sécurité routière. Bonsoir et bienvenue, M. Malik. Et M. Moussa Gaye, qui est directeur général des travaux d'infrastructure. Bonsoir. Mais avant de lancer nos discussions, nous vous proposons de revivre en images les temps forts d'inauguration du pont de l'amitié, en reportage signé Bokar Bailaba. La ville de Nouakchott bénéficie d'importantes infrastructures. Le réseau routier et le transport en font partie. D'ailleurs, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a déclaré que la mise en œuvre de ces infrastructures contribuera, outre la touche urbaine qu'ils apporteront au visage de la ville de Nouakchott, à résoudre la question des embouteillages. En d'autres termes, le transport urbain dans les grandes villes constitue un enjeu fondamental et un facteur important dans le renforcement de l'attractivité économique de toute ville. La construction de ce pont et la mise en œuvre de ce nouveau réseau s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les pouvoirs publics pour moderniser la ville de Nouakchott et répondre aux besoins croissants de développement du réseau routier. Après avoir coupé le ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a été édifié sur les données techniques relatives au pont, les normes et méthodes suivies pour le construire. La réalisation de cette infrastructure contribuera à améliorer la fluidité de la circulation dans cette ville qui se caractérise par une expansion urbaine et une augmentation significative du nombre de véhicules. Et dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre de l'Équipement et des Transports, Ely Oulveirik, a indiqué que la mise en œuvre de cet ouvrage de qualité s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, à l'endroit des habitants de Nouakchott. Il a souligné que ce pont constituera un axe vital pour faciliter le mouvement des citoyens et améliorer la fluidité du trafic à travers la mise en circulation de nouveaux bus. Et il a en outre passé en revue plusieurs réalisations accomplies par le secteur de l'équipement et des transports. L'ambassadeur de la République populaire de Chine en Mauritanie, son Excellence M. Tang Zongdang, a lui aussi pris la parole pour exprimer sa joie d'assister à l'inauguration de ce pont qui compte pour une grande priorité compte tenu de son importance pour les habitants de la ville de Nouakchott. Il a aussi passé en revue les réalisations opérées dans notre pays par la Chine depuis plusieurs années dans le domaine des infrastructures. De son côté, le vice-président du conseil régional de Nouakchott, Idoumoul Abedallah, a souligné l'importance de ce grand ouvrage vital, un pont qui était un rêve pour les habitants de Nouakchott est maintenant devenu une réalité. Pour sa part, le maire de l'Iksar, Mohamed Saleh Omar, a loué la mise en œuvre de ces importantes infrastructures, un ouvrage de cette envergure qui répond désormais aux aspirations des habitants de la ville de Nouakchott. La ville de Nouakchott, justement, connaît une croissance démographique croissante, accompagnée d'une expansion urbaine horizontale, régulière, et d'une circulation étouffante, notamment au niveau des grands carrefours routiers et sur les grands axes
nécessite la mise en place d'infrastructures routières modernes adaptées pour résoudre ce problème. Ainsi, le directeur des études au ministère de l'Équipement et des Transports, Mohamed El-Zarrouk, explique que la mise en œuvre de ce pont s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État de nature à fluidifier la circulation à Nouakchott, notamment dans cette partie de la ville. Il précise que ce pont peut accueillir 2 voitures dans les 2 sens avec une voie piétonne et cyclable. Coût de réalisation 1,219 milliard dans Sénouguia, dont de la République populaire de Chine. Ensemble, le pont de l'amitié inauguré par le président de la République marque une étape historique dans le développement des infrastructures routières de Nouakchott. Bonsoir, M. Bovard. Pouvez-vous nous donner une description technique de cette infrastructure? Donc, merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyi al-Karim. Je remercie donc Mauritanie pour nous avoir donné l'occasion pour parler de ces événements extrêmement importants qui sont donc l'inauguration de ce grand projet structurant qui est le pont de Madrid, pont de l'amitié communément appelé pont de Madrid, et aussi le projet de mobilité Nouakchott 2026. Ce sont 2 projets phares qui s'inscrivent dans une stratégie globale pour donc tout d'abord l'amélioration de la vie au niveau de la capitale, parce qu'en réalité au niveau des études, surtout au niveau du programme de mobilité urbaine durable de Nouakchott, les conclusions c'est que si ces actions n'ont pas été menées, d'ici l'horizon 2030, la circulation serait pratiquement impossible au niveau de Nouakchott. C'est dans ce cadre que donc on vient de voir ce projet qui est le pont Madrid, qui a été inauguré en réalité quelques mois après le pont de Haït Saken et une année après le pont de Bamako. Tazour officiellement. Tazour officiellement, le pont de Bamako. Donc c'est une série d'actions à laquelle s'ajoute aussi le BHNS, qui vont permettre d'une part la fluidité de la circulation au niveau de Nouakchott et qui vont permettre de donner un visage acceptable pour notre capitale. Donc ces projets, le détail technique, je vais laisser ça aux responsables techniques qui vont vous donner plus de détails sur ce pont, qui est de toutes les façons c'est un pont remarquable. C'est le plus long pont qu'on a déjà connu pour le pays. Il fait 270 mètres et une largeur de 19,5 mètres. Et donc qui va permettre bien sûr la fluidité de la circulation et surtout d'éviter c'est-à-dire avant il y avait énormément de difficultés au niveau de ces endroits, surtout pour la circulation de Nouakchott. Donc pour éviter tout cela, donc ce projet a été réalisé. Il a été réalisé donc sur un don de la République populaire de Chine, mais aussi la partie mauritanienne a participé activement parce que tout d'abord il se situe dans un endroit particulier où il y avait un enchevêtrement de plusieurs concessionnaires. Il y avait la conduite 2200 qui alimente la ville de Nouakchott, il y avait des câbles haute tension, il y avait... On reviendra sur ces précisions qui sont assez importantes, voilà. Mais en attendant, M. Fall, dites-nous, on sait que Nouakchott est une ville qui grandit. En matière de sécurité routière, quel impact concret attendez-vous de la réalisation de cette infrastructure? Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallam. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez pour évoquer ces événements majeurs qui sont historiques dans la vie de la nation. Vous savez, en réalité, il s'agit d'une vision cohérente depuis 6 ans avec Taoudati et aujourd'hui avec Toumohi, qui consiste à placer l'humain au centre de toutes les préoccupations. Faire en sorte que le transport multimodal, la mobilité, particulièrement à Nouakchott, soit définitivement résolue. Vous savez que dans toutes les villes modernes aujourd'hui, on parle même de villes intelligentes qui permettent aux citoyens de manière intuitive de se déplacer selon le mode de leur choix, le mode de déplacement qu'ils choisissent. Ça peut être le bus, ça peut être le taxi, ça peut être le tramway, ça peut être le métro dans certains pays. Donc il y a un effort qui est consenti depuis quelques années pour faire en sorte que les citoyens se déplacent à Nouakchott
de manière appropriée. Donc, c'est en cela que ce projet qui vient de s'achever s'inscrit et qui va permettre effectivement le développement de la ville et la facilité donc des déplacements. En termes de sécurité routière, nous avons une stratégie nationale de sécurité routière. Et justement, le premier point de la stratégie nationale, c'est la multimodalité du transport et la réglementation. Donc faire en sorte que les routes en Mauritanie soient partagées entre tous les usagers, y compris les petits véhicules, les deux roues, les piétons, les cyclistes et autres. Et ce partage commence par effectivement dédier un axe à une catégorie justement de véhicules, que sont donc les bus. Donc nous démarrons bien, je pense, et nous sommes dans une dynamique effectivement qui va permettre à ce que le transport multimodal devienne une réalité, afin de faciliter donc le transport. Et le deuxième axe de la stratégie de sécurité routière concerne l'infrastructure. Donc une infrastructure sûre et qui prenne en charge l'ensemble de ses usagers. Et je pense que ce qu'on vient de voir avec l'inauguration du pont de Sadaqa est une parfaite illustration. Parce que l'infrastructure elle est de qualité et toutes les mesures garantissant la sécurité aussi bien des véhicules que des autres usagers ont été donc prises en compte et donc installées. Et le troisième axe de la stratégie concerne justement les véhicules, donc la sûreté de nos véhicules. Et je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être réalisés dans ce sens, avec le contrôle technique des véhicules, avec le parc qui doit être régulièrement révisé et renouvelé. Et le quatrième concerne l'éducation à la sécurité routière, à la sensibilisation. C'est ce que nous faisons actuellement avec cette nouvelle infrastructure. Il y a beaucoup de dysfonctionnements que nous avons constatés au niveau des usagers autour du pont. Et donc, il y a des efforts de sensibilisation et d'information qui sont en train d'être menés en ce moment. Mais l'éducation et la sensibilisation ne s'arrêtent pas là. Nous, notre action consiste à faire en sorte que nos enfants puissent s'approprier des outils de sécurité routière et adoptent les meilleurs comportements dans la circulation. Et le cinquième concerne la prise en charge des victimes d'accidents. Nous sommes, et nous le pensons, nous faisons des efforts dans ce sens, pour que les victimes d'accidents soient prises en charge d'abord en urgence et que des mesures soient prises pour que ceux qui sortent avec des séquelles et autres, des victimes blessées et autres, puissent avoir une couverture qui leur permette de continuer à mener convenablement leurs activités. Globalement, c'est de cela. Monsieur Gueye, les caractéristiques techniques. Donc, bonsoir tout le monde. À l'instar de mes collègues, je vous remercie pour nous avoir donné cette opportunité de parler de cet ouvrage extrêmement important dans les paysages urbains de Nouakchott. Il faut dire que le pont en tant que tel, avant tout, c'est un ouvrage d'art. Il contribue un peu à améliorer l'esthétique de la ville. C'est un ouvrage d'art. En plus de permettre une fluidité de la circulation, il contribue aussi à améliorer l'image de la ville par ses caractéristiques, en tout cas géométriques. Ce pont, en tant que tel, point de vue dimension, comme l'a dit mon collègue tantôt, c'est un pont qui fait à peu près 270 mètres de long. C'est une largeur de 19,5 mètres. Sa caractéristique, c'est un pont qui est fondé sur des pieux, qui sont des fondations profondes. La profondeur des pieux varie entre 35 à 60 mètres de profondeur, pour montrer l'ancrage du pont dans le sol. Les pieux eux-mêmes, ils ont des sections, disons des diamètres qui varient de 1,20 m à 1,60 m de diamètre. Et sur ces pieux, repose donc le tablier, dont je vais le parler tout à l'heure là, et ils sont constitués de travées. Donc c'est 9 travées. Chaque travée, entre un poteau et un poteau, c'est 30 mètres. Donc ça fait 9 fois 30, ce qui va faire 270 mètres. Donc point de vue en tout cas géométrique et physique, c'est un peu ça les caractéristiques principales. Ce pont, il permet d'accueillir le passage
des véhicules jusqu'à 40 tonnes, donc en poids de 40 tonnes, avec ou sans charge de 40 tonnes peut passer. Donc des véhicules qui se succèdent, tous inférieurs à 50 tonnes, peuvent passer dans le pont sans aucun problème. Et c'est un pont qui a une durée de vie d'après 100 ans de vie. Un siècle. Un siècle, voilà. Autre chose, qu'est-ce qui explique que Carrefour Mali, comme on l'appelait, soit choisi pour abriter ce pont? Vous savez, ça, il y a une cartographie, parce que, comme je vous ai dit dès le départ, il y a une étude extrêmement importante qui est le programme de mobilité urbaine de développement de Nouakchott. Il y a aussi le programme de son Excellence le Président de la République, qui est donc Ta'ahoudati pour le premier mandat, et mon ambition pour la patrie pour le deuxième mandat, intégrer à ça le PROPEP, parce que c'est aussi un projet. C'est l'ensemble de cette stratégie ont abouti à la création de ces 3 ponts sur cet axe. Cela veut dire que ça passe tout d'abord par le pont de Bamako, Tazur, en passant par le milieu de la capitale. En réalité, le pont de l'Amitié, il existe un peu au milieu de la capitale, et le pont de Haïsak, c'est cet axe-là. Et sur ce plan aussi a été monté le projet BHNS, dont on va parler ultérieurement, qui se compose de 2 parties. Une partie infrastructure, qui sont donc les voies réservées, qui en réalité rentrent dans une nouvelle optique de transport compositaire sur site. Ça, c'est un transport spécifique qui a pour objectif surtout de favoriser le transport en masse, au lieu de transport privé, qui d'ailleurs, en réalité, les chiffres de cette étude montrent que l'an 2023, tout d'abord, pour la Mauritanie, je rappelle quelques chiffres qui sont à mon avis importants, c'est que le nombre de véhicules est de 400 000. Mais à l'horizon 2040, nous allons nous retrouver avec 800 000 véhicules. À doubler. Le nombre aussi de déplacements en Mauritanie, plus particulièrement à Nouakchott, il faut aussi avouer qu'aujourd'hui, à Nouakchott, la population est de 1,5 million d'habitants, sans compter bien sûr les étrangers. Et à cela s'ajoute le nombre de déplacements par jour qui est de l'ordre de 1,2 million de déplacements par jour, ce qui est extrêmement important. Si je comprends, il y a 1 200 000 personnes qui il y a à peu près en moyenne le nombre de déplacements, ça je veux dire. Ce nombre, à l'horizon 2040, deviendra 2,5 millions de déplacements. Ce qui fait qu'il faut penser à une solution globale qui surtout favorise le transport en masse, qui a énormément d'avantages sur le plan même économique, et il faut avouer ici que le transport dans les tissus économiques constitue 20% du PIB total. Donc tout cela intégré donc, à favoriser cette nouvelle politique d'encourager le transport public, donc au détriment de transport, surtout à travers les taxis et les voitures privées. C'est une vision globale qui intègre quelques données qui sont extrêmement importantes, qui à mon avis aussi aura un impact important sur l'économie des citoyens, parce qu'en réalité, c'est les citoyens qui en profitent aussi. Rien que du point de vue coût, si vous payez 100 au Guilla pour aller de Toujounine au campus, c'est déjà quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc tout ça intégré a permis de réaliser ces projets phares auxquels s'ajoute le programme de développement prioritaire de développement de Nouakchott qui a été lancé le 20 janvier 2025 par son Excellence le Président de la République, qui est aussi un projet extrêmement important qui aide dans cette stratégie parce qu'il permet de réaliser 137 km avec des rocades aussi extrêmement importantes qui permettent aux gens de circuler sans passer par le centre-ville. Tout ça, c'est pour rendre la circulation facile, c'est pour les bienfaits, bien sûr, des citoyens. C'est pour la fluidité de la circulation et pour aussi donner le visage qu'il faut à notre capitale. Avant de vous quitter, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il y avait en dessous du pont? Est-ce qu'il n'y avait pas de câbles, il n'y avait pas de tuyaux pour alimenter quelque chose? Qu'est-ce qu'on a fait de tout cela? Ça, c'est un point extrêmement important. Parce que pour ce projet, effectivement, il y a le volet financement qui fait que c'est un don de la République populaire de Chine. Mais la partie mauritanienne a aussi
grandement participé. Tout d'abord, elle a participé du point de vue taxe, parce que toutes les taxes et les impôts sont pris en charge par l'État. En plus de ça, même les raccordements électriques sont faits sur le budget de l'État et les déplacements de tous les tuyaux, parce qu'en réalité, ce pont existe dans un endroit très complexe. J'ai dit ça en introduction parce qu'il y avait un enchevêtrement de beaucoup de concessionnaires. Il y a la conduite principale qui alimente la ville de Nouakchott, une 1200 fontes qui passe à côté du pont. Il y a la fibre optique. Il y a des câbles haute tension. Il y a des lignes aussi pour la Mouritel, la Chinguitel et la Matel. Tout cela, donc, pour les déplacer, c'était un travail extrêmement important. En plus, bien sûr, du suivi régulier assuré par des cadres du ministère de l'Équipement. Ça, ce sont des participations qui sont extrêmement importantes et qui ont permis, qui ont aidé quand même à la réalisation de ce projet phare aussi presque dans les délais. Ça, c'est aussi important. C'est un coût de 12,5 milliards. On reviendra sur la partie mais quand même, cette participation nationale, il faut l'avouer aussi, elle a été quand même pour la réussite, importante pour la réussite de ce grand projet phare. Monsieur Fall, oui. En quoi le pont va-t-il servir pour la régularisation du trafic routier au niveau de Nouakchott? Oui, effectivement, c'est important. C'est-à-dire que là, moi, en tant que citoyen, je me dis que si je suis libéré par le pont de l'Amitié, je serai coincé quelque part, pas loin, à Tinisouine, par exemple. Si toutes les voitures sont libérées là-bas, elles vont se retrouver dans un autre point qui est situé à peu près à 2 km et il y aura un embouteillage fou là-bas. Tout à fait. En réalité, comme je l'ai dit tantôt, c'est une vision globale. Parce que si vous avez bien remarqué, depuis l'année dernière, nous avons entamé un travail de dégagement des voies donc, au niveau du centre-ville. Nous l'avons poursuivi au niveau de Sabra et d'Elmina. Et ce travail va se poursuivre justement pour permettre de décongestionner carrément les axes routiers. Mais il y a un élément extrêmement important que je voudrais qu'on partage. C'est que des infrastructures de ce type vont non seulement désengorger la circulation, mais vont aider à réduire les accidents. Vous savez, en 2024, nous avons enregistré à peu près 8000 accidents en Mauritanie. 8000 accidents. Et c'est l'ensemble du territoire. Et c'est un record puisque en 2024, nous avons eu un soutien très appuyé de la police quant à la collecte des données des accidents de la circulation. Ce qui explique justement certaines données. Par exemple, le nombre de décès a augmenté en 2024 parce que simplement nous avons eu accès à des données nouvelles sur les accidents qu'on n'avait pas auparavant. Donc il est essentiel de savoir que si les 8000 et quelques accidents que nous avons enregistrés, plus de 90% se sont produits en zone urbaine. En zone urbaine. Est-ce que vous voyez? Donc enregistrés par la police. Donc des infrastructures de ce genre vont permettre donc une circulation plus fluide, mais plus sûre. Donc si vous avez visité le pont, vous avez vu toutes les mesures de sécurité qui sont donc installées, à la fois les panneaux de signalisation, le marquage au sol, mais également la sensibilisation qui accompagne tout cela pour permettre aux usagers de circuler de manière sûre. Mais ce qui est aussi extraordinaire et que nous saluons, c'est que le trottoir, le trottoir qui est réservé aux piétons, il est large, il a une largeur de 2,5 mètres. Et ça, c'est extrême, c'est dans les standards. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on conçoit une infrastructure de ce genre, la première question qu'on se pose, c'est la fonctionnalité de l'infrastructure. Et dans la fonctionnalité, on place le piéton au centre de toutes les priorités. Donc nous voyons donc que c'est une infrastructure importante qui garantit une certaine sécurité, donc qui va véritablement, à notre avis, contribuer à diminuer donc, les accidents dans les zones urbaines, contribuant ainsi donc à réduire les chiffres que je viens de vous donner. Avant de vous quitter, mais on remarque déjà qu'il y a pas mal d'accidents sur le pont en l'espace de quelques jours. Comment vous expliquez cela? Au-dessus de tout cela, les citoyens, les chauffeurs comprennent-ils d'ailleurs la signalisation qui est là-bas? Est-ce qu'il y a une campagne qui va être menée? Oui, absolument. C'est cela le défi. Nous avons des difficultés
en ce moment à expliquer l'organisation de la circulation autour du pont. C'est un défi et c'est pourquoi des équipes sont déployées et des supports sont aussi élaborés et qui vont passer dans les médias pour expliquer un peu comment se fait la circulation au niveau du pont. Les agents de police qui travaillent au niveau du pont contribuent à cela. Donc c'est un travail absolument fastidieux que nous devons tous mener. Ça va prendre du temps pour que effectivement les usagers s'habituent à la circulation au niveau de l'infrastructure. Mais nous sommes tout à fait conscients, effectivement, des difficultés actuellement au niveau de la circulation au niveau du pont. Monsieur Gueye, parlons des coulisses du chantier. Quels ont été les plus grands défis auxquels vous avez été confrontés? Le chantier, il faut dire d'avant tout que c'est un chantier exemplaire. Parce que c'est extrêmement rare. Le chantier a été réalisé dans les délais. Donc c'est une performance qu'on doit quand même signaler. Pour les difficultés, quasiment il n'y en a pas eu. En termes techniques, le chantier a été exécuté suivant les règles de l'art et les conditions demandées dans le cahier de charge. Il y avait une organisation sur le chantier qui permettait à chaque partie de mener à bien sa mission. C'est un chantier qui, les travaux sont exécutés par l'entreprise CRBC chinoise et le suivi de la mission de contrôle aussi assuré par TMEDI qui est aussi un bureau chinois. La partie mauritanienne a une équipe de coordination qui assure le suivi quotidien, mais aussi la coordination avec la partie mauritanienne, l'administration mauritanienne. Donc ces trois parties-là réunies, chacune a mené sa mission, de sorte qu'il n'y a pas eu de blocage. Donc si vous voulez, en termes de délai, nous avons commencé exactement le chantier le 20 février 2023 pour 24 mois. Donc le 25 février 2025, c'est la fin des travaux. Et à l'approche de ce délai-là, il y a eu des dommages sur le chantier qui étaient dus à des conduites qui étaient désaffectées, donc ne devaient plus être en fonction. Et dans le cadre du nettoyage chantier, les engins ont touché cette tuyauterie. Les conduites qui étaient censées être vides depuis des années, mais malheureusement, dans lesquelles il y avait de l'eau. Donc ils ont inondé toute la zone. Et le temps de tout découvrir, ça a causé des dommages aux travaux. Ce qui a fait qu'il y a un décalage. C'est dommage, mais il y a un décalage. Bon, ce décalage-là, c'était normal. Donc, in fine, déjà au 25 avril, les travaux étaient déjà achevés entièrement. Ce qui veut dire que finalement, en termes de difficultés, on ne peut pas le signaler parce qu'il n'y en a pas eu réellement. C'est un chantier normal dans lequel tout a été réalisé comme il faut. C'est-à-dire que malgré les défis, malgré ce que vous venez de signaler, les délais ont été respectés. Oui, parce qu'il y a eu juste ce décalage-là à la fin du projet, parce qu'il y a eu cette perturbation qui est décalée d'un mois. Mais ce n'est pas un mois de travail, mais c'est un mois de nettoyage. Voilà. C'est pas compliqué. Vous voulez ajouter quelque chose? Préciser la mobilité de Nouakchott, le deuxième projet qui est relatif à la mobilité de Nouakchott, il faut qu'on en parle aussi. Est-ce que le chantier a servi de terrain d'apprentissage pour les futurs projets? Ça, c'est une question globale pour vous tous. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui a été exécuté par des spécialistes. Est-ce que les Mauritaniens ont pu profiter d'une expérience pour c'est extrêmement important parce qu'on a tenu beaucoup à ça. Parce que d'abord, c'est un pont. Donc, je parle maintenant de pieux qui sont des fondations profondes. Peu d'ingénieurs rencontrent dans leur vie ce type d'ouvrage. Parce qu'au fond, il n'y avait pas de pont ici déjà, donc c'est rare qu'on va rencontrer. Sauf un peu au niveau du port, au niveau de quelques ponts dans les ouvrages de route, mais c'est extrêmement rare. Donc c'est une opportunité pour nous, pour nos ingénieurs du ministère et de certains bureaux, de venir s'imprégner au moins de ce côté-là. Et encore, pour ce qui est des poutres, je vais parler un peu technique, parce que nous avons des poutres qui sont précontraintes. Donc ils ont subi l'effort avant d'être posées. Ça, on apprend tout ça à l'université, on le voit. Mais pour le voir, ce n'est pas évident. Donc là, il y avait une usine à côté dans laquelle on faisait la précontrainte. Donc on coule le béton et on tire les armatures jusqu'à ce qu'elles soient sous pression. Ça, on l'a vu
les ingénieurs en ont profité et c'est une bonne école. Donc, ça c'est le point de vue technique. Mais même point de vue psychologique, quand quelqu'un qui voit un pont s'ériger dans son milieu, il se met à la hauteur. Il se met à la hauteur parce que le pont le tire vers la hauteur. Le citoyen lambda, lui-même, il apprend à vivre dans un contexte autre que celui qu'il vivait avant. Donc c'est un impact très important pour le psychologique et pour l'évolution mentale pour les citoyens. En tout cas, c'est que certains, même point de vue exécution de travaux, on peut voir la différence. Entre la théorie et la pratique. Ouais. Donc là, on voyait quand même comment on fait un travail, comment on fait les finitions. Donc tout le monde a apprécié la finition qui a été réalisée au niveau de ce pont-là. Donc les gens sont prêts à ce que les prochaines fois qu'on puisse le faire. La leçon, c'est que si on voit un peu ces deux ponts-là, parce que je vais bien en parler, je vais bien en parler à Hessaken, c'est un pont réalisé à 100% par l'équipe mauritanienne et par des Mauritaniens. Donc c'est une expérience extraordinaire. Donc là, ça me permet de nous doser de faire de nouveaux ouvrages. Le ministre en a parlé hier, dans son interview hier. Il y a 4 nouveaux ponts qui seront bientôt lancés au niveau de Nouakchott. Pour dire que le Mauritanien lambda, l'ingénieur mauritanien lambda, s'est approprié cette technologie, cette technique pour pouvoir en tout cas réaliser ces ouvrages-là. Comme ça se fera à nos niveaux local, les coûts vont baisser parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une expertise étrangère pour le faire. Nous avons les équipements, nous avons la technologie, nous avons les cadres, donc facilement on peut le faire à un moindre coût, à des délais aussi réduits. Il a parlé de coût tout de suite, ce sera le dernier aspect de la structure du pont. On parle de financement. Est-ce que la Chine a tout donné? Ou est-ce qu'il y a une partie mauritanienne? Je l'ai dit tantôt, j'ai dit que le financement était de 220 millions de yuan, monnaie chinoise, ce qui est l'équivalent de 12,5 milliards d'ouguiyas, ancienne monnaie, et c'est la République de Chine. Mais d'autre part, j'ai dit que la Mauritanie aussi a participé parce que ce montant est sans les taxes, sans les impôts, et aussi j'ai parlé de la libération de l'emprise qui a un coût important, et les autres accessoires comme les raccordements électriques, comme le problème d'assainissement. C'est un ensemble aussi d'actions qui ont un coût important. Mais je pense que, comme vous l'avez introduit, il s'agit de 2 projets phares. Il y a on va entamer le dernier qui est mobilité, ouais. En dehors après avoir fini, parce que c'est la dernière question qui se rapporte à la structure elle-même. Le deuxième projet, c'est mobilité. Voilà. Vous allez nous expliquer un peu, vous allez rentrer là-dedans. C'est quoi d'abord cette histoire de mobilité? Comment elle a été choisie? Quels sont les bus qui seront mis en service? Et vous, de votre côté, vous allez parler aussi de la formation et des choix. Ce projet mobilité Nouakchott Horizon 2026 est un projet aussi extrêmement important qui a été approuvé en Conseil des ministres en 2023. Et comme j'ai dit, il s'intègre, donc il vient après une étude importante qui est financée par la région de Nouakchott, le PMUD, et qui en réalité s'intègre aussi dans le programme de son Excellence le Président de la République, Mon ambition pour la patrie, et qui donc aboutit à ce projet qui a 2 volets. Tout d'abord un volet infrastructure qui concerne les pénétrantes au niveau de Nouakchott, et je vais parler des 3 axes de ce qu'on appelle BHNS. BHNS, c'est bis à haut niveau de service. Il y a le BHNS 1 qui part du pont de l'Amitié jusqu'au pont Taazur, qui est d'une longueur de 11 km avec 13 stations. Il y a le BHNS 2 qui part de Toujounine vers la polyclinique, qui est donc long de 10 km et qui comporte 12 stations. Et il y a le BHNS 3 qui part du pont Madrid et qui passe par le centre-ville en longeant l'avenue appelée Jamal Abdel Nasser jusqu'à Carrefour Sabah, et qui part de Carrefour Sabah en prenant la route Zaïd, qu'on appelle la route de Nouadhibou, et qui va vers le centre de cardiologie. Après, il va vers le campus. Ça, c'est la 3e. 2 lignes sont déjà donc achevées, sont équipées. Et d'ailleurs, vous avez vu la visite qu'avait effectuée son Excellence le Président de la République. Il a pris les 2 lignes
qui peuvent être déjà en service, qui sont actuellement en réalité en phase d'expérimentation pour une durée de 15 jours, qui va nous permettre d'avoir vraiment les données réelles, qui sont le temps de bis, les arrêts, comment l'intelligence, parce qu'il a beaucoup de particularités. Tout d'abord, il y a une signalisation intelligente. Vous savez, la signalisation, il y en a deux sortes. Il y a la signalisation horizontale et il y a la signalisation verticale. Mais pour ce projet, il y a une signalisation spécifique qui sont des capteurs au niveau des bis et qui ont une liaison avec les signalisations intelligentes. C'est pour donner en réalité la priorité aux bis et pour faciliter la circulation des bis. Donc, cette expérimentation va prendre 15 jours. Après, les bis seront mis en service. Donc ça, c'est du point de vue infrastructure. Avant de passer, pendant ces 15 jours, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que les bis circulent? Les bis circulent. Ils prennent les usagers? Pour le moment, c'est des phases de circulation. Pour le moment, c'est des essais. Mais après, ils vont prendre les populations parce qu'actuellement, ils n'ont pas commencé. Il y a le trafic classique que fait la STP qui continue. Mais en réalité, après les 15 jours, il y aura la mise en service réelle de ces bis. Et il y a la partie équipement, qui est le nombre de bis. La première phase, il y a eu l'acquisition de 112 bis, dont 62 bis sont des bis composites, c'est des bis à haut niveau, qui sont équipés de caméras, de toutes les conditions climatisées et tout ça. Et il y a 50 bis standards, à peu près, c'est ça. 62 bis composites et puis 50 bis standards. Dans la troisième phase, il y aura l'acquisition du reste parce que le nombre de bis doit être 180 bis. En plus de ça, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées par la société de transport public qui vont permettre aussi et faciliter surtout la gestion de ce trafic. Parce qu'ils auront donc un équipement qui permet de suivre à distance les déplacements des bis et qui, en cas de problème, peuvent intervenir. Parce qu'en plus aussi, ils ont pris des remorqueurs et des moyens, c'est-à-dire d'intervention rapide pour éviter aussi de bloquer les circulations. Donc c'est un projet intégré où il y a une partie équipement et une partie infrastructure. La partie infrastructure a été réalisée par le génie militaire et le contrôle a été assuré par le laboratoire national des travaux publics. C'est national, c'est mauritanien. C'est entièrement national pour un financement au total de 22 milliards d'ouguiya. C'est un projet extrêmement important et qui va aussi avoir un impact important pour la circulation au niveau de la ville de Nouakchott. Surtout, favoriser, comme j'ai dit, ce transport en masse, ce transport public. Et nous pensons que ça va être, bien sûr, une amélioration des conditions de vie des populations. Parce que vraiment, c'est un projet extrêmement important et qui va permettre surtout d'éviter un peu cette liaison avec les véhicules privés. Parce que, vous savez, quand dans une capitale comme la nôtre, avec ce nombre de véhicules, ça a un impact aussi, comme on l'avait dit tantôt, sur l'environnement. Parce que, surtout que vous savez, l'état des parcs d'automobiles, malheureusement, dans notre pays. Ça, on va y arriver parce que c'est un autre thème important. Monsieur Fall, juste une question de sécurité, parce que j'imagine que ces bis-là, ils peuvent rouler à 50-60 km/h. Nous, les citoyens ordinaires, nous ne connaissons pas tout ça. Et si jamais l'un de ces bis touche l'une de nos voitures, c'est une catastrophe. Est-ce que des mesures de sécurité ont été prises? Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, effectivement, ces bis vont rouler sur ces axes à 50 km/h. Et il y a effectivement un certain nombre de mesures qui ont été prises. Mais je dois d'abord rappeler que l'objectif, en fait, est également de faire en sorte que les Mauritaniens renoncent à leurs véhicules personnels et empruntent donc les bus à haut niveau de service qui sont commodes et qui donnent quand même un certain confort. L'idée aussi, c'est de sensibiliser au maximum pour qu'on emprunte. Mais cela aussi requiert des comportements que nous allons voir tout à l'heure. Donc nous allons essayer, et nous le faisons déjà, nous sensibilisons les citoyens pour qu'ils adoptent les meilleurs comportements pour entretenir ces bus et entretenir ces axes routiers qu'ils empruntent. Donc par rapport aux mesures de sécurité, effectivement, il y a eu l'installation de ces capteurs intelligents qui alertent de l'arrivée du bus au niveau des intersections. Il y a 44 feux tricolores intelligents qui ont déjà été installés sur 22 intersections.
ce qui se passe, c'est que quand le bus arrive, il y a un capteur au niveau du bus et un autre au niveau du feu, et qui alerte de l'arrivée du bus et qui lui donne donc la priorité. Donc ça, c'est une mesure de sécurité majeure, donc importante, et qu'il faut donc noter. Mais il y a aussi... Alerter comment? Est-ce qu'il y a un bruit sonore ou c'est lumineux ou... Non, ce n'est pas... C'est-à-dire, quand le bus arrive, le système permet à tous les autres usagers, les chauffeurs qui sont au niveau de l'intersection, d'être informés de son arrivée et de céder le passage. Mais il faut aussi considérer que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bus roulant à 50 km à l'heure, c'est quand même une vitesse acceptable. C'est une vitesse acceptable que n'importe qui peut quand même contrôler et voir de loin. Mais ce que j'aimerais ajouter à cela, c'est qu'il y a 75 feux de circulation et 330 feux piétons qui sont installés et qui vont donc aider à réduire donc le temps des déplacements. Mais il faut aussi dire que la gestion intelligente du trafic offrira la priorité donc de passage au bus au niveau des intersections grâce à des capteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais toutes ces mesures ne suffisent pas. Donc l'effort à faire, c'est effectivement de continuer la sensibilisation, l'information au niveau des abribus, l'information à l'intérieur des bus. Il y a des caméras, des écrans qui sont installés et qui donnent l'information en temps réel aux usagers et aux passagers. Donc toutes ces mesures vont se poursuivre pour permettre aux citoyens d'être informés donc, sur comment est-ce qu'il faut emprunter ces bus-là. Monsieur Gaye, sur les infrastructures, c'est-à-dire que ces différents passages qui sont créés, les routes, quelles sont leurs mesures et leur durée dans le temps? Éventuellement, le choix de ces différents axes qui sont Bamako, Haïsakin et l'entrée de Nouakchott au niveau de Toujine. Je pense que, comme l'ont dit mes collègues, le choix du tracé s'imposait lui-même. Parce qu'on sait à peu près que les périphéries, donc côté sortie Rosso, sortie Vadnaga, sont là où il y a le plus de population qui se déplace, surtout aux heures de pointe, le matin et en fin de journée. Donc ces deux axes constituent de blocage au niveau même du hub que constitue le pont de l'Amitié, le pont de Madrid en tant que tel. Et ce choix, il fallait en plus du pont faire ces axes-là pour rendre plus fluide. L'idée de prendre le transport en commun, c'est surtout de diminuer l'usage des véhicules privés. Quand il y a une diminution de ces véhicules privés-là, on va avoir une fluidité beaucoup plus encore aisée sur nos voies. Ils ont été faits de sorte qu'actuellement, si les conditions sont réunies et qu'il y a une discipline des usagers, il ne doit pas y avoir de blocage. Nous avons deux voies aller-retour qui sont séparées par une voie réservée aux bus. C'est-à-dire que les voitures ne se croisent pas en tant que telles. Ils ont un sens de circulation et ils ont trois voies. Donc on n'a pas changé l'ancienne capacité, on les a maintenues. Donc dans chaque sens, on a gardé les trois voies de circulation. Et on a mis entre les deux un passage du bus qui est protégé. Dans les conditions normales, on n'a pas eu de problème. Mais je reviens un peu sur la sécurité quand même. Parce que la sensibilisation doit être poussée au maximum. On doit se rendre compte qu'entre deux arrêts de bus, il y a quand même une distance. Les gens sont tentés de traverser entre deux passages. Donc autant on peut traverser facilement sur ces voies où on a un passage unique, autant c'est dangereux de traverser dans la voie partagée par le bus. Le bus, il se sent libre, il roule à 30 à 50 à l'heure sur son couloir. Donc il ne peut pas prendre en compte qu'il y a une personne qui va se déplacer, qui va traverser ce tronçon-là. Donc il faut qu'il y ait vraiment une sensation extrêmement importante à ce niveau-là pour éviter en tout cas de désordre à ce niveau-là. Maintenant, on a fait des séparations physiques. On aurait pu juste mettre un marquage horizontal. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on remarque des petites briques en rouge et en blanc.
Je crois que c'est le seul pays au monde où il y a ces trucs-là, par exemple, c'est un marquage. Non, c'est pédagogique, c'est pour tenir compte de notre spécificité. C'est nouveau pour nous. On envoie des bus qui vont rouler rapidement dans un couloir. Donc, si on ne se sépare pas, il y a un charretier qui va venir traverser, on a un TikTok qui vient traverser. Donc, au moins, pour le but pédagogique, pour le moment, on fait la mesure radicale. On met des plots pour séparer chaque partie. Mais une fois qu'on va s'habituer à ça, nous espérons même que dans la partie centrale, la partie BNH3, qui va passer par le centre-ville, il n'y aura pas ces ouvrages-là. Et là, ce qu'on a mis, c'est simple. On a mis juste des tiges de fer, on a mis les plots. À la fin, on peut les retirer sans mettre en péril la chaussée. C'est fait exprès. Pour le moment, on est obligé d'avoir cette séparation-là. Mais quand les gens vont s'y habituer, on peut les retirer tous. Et on aura notre goudron normal, qui n'est pas, en tout cas, délabré du fait de ces plots. Donc c'est important juste à ce niveau-là. Hein. Voilà. Monsieur Bovard, à propos de... Il y a des arrêts, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a des barrières? Oui, il y a dans tous les endroits. Bon, vous savez, où c'est un système de transport, comme je vous ai dit, un peu spécifique, parce que c'était l'option de juste pour préciser, parce que c'est quelque chose de nouveau pour nous. Bien sûr, c'est nouveau, c'est une première, parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, ce sont des recommandations de l'étude dont j'ai parlé dès le départ, et ce sont des voies réservées. Ce sont des voies réservées aux bus. Ça, par ailleurs, comme il vous a dit, dans le monde, on ne met pas ces protections. Mais pour répondre à nos spécificités, ils ont mis ce genre d'agglos qui vont permettre au moins le passage quand même des piétons, un passage facile des piétons, pour réserver ces endroits aux bus. Donc ça, mais comme il a dit, vous avez vu, c'est comme les tramways. Les tramways partout, ils ont des endroits qui sont réservés, donc qui sont spécifiques pour ça. Pour notre cas, comme il vous a dit, dans la ligne 3 du BHNS 3, je pense qu'ils réfléchissent à trouver une autre solution au lieu de mettre carrément isolé le passage, de laisser un passage réservé uniquement aux bus. Donc ça, c'est ça. À propos de la mobilité, vous avez cité 3 lignes. On a prévu 5 ou 6, si je me rappelle. Il y avait, dans l'étude, il y avait 5 lignes, mais pour le moment, on se limite à 3 lignes. Je vous ai expliqué. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore. Oui, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait deux autres. Ces 3 lignes-là, c'est quand même encore expérimental. Donc, mais les 2 autres lignes encore sont déjà étudiées. Donc, une fois qu'on va lancer la 3e ligne, et qu'on va tirer les leçons de ces 3 lignes-là, on va entamer les 2 autres. Monsieur Fall, à propos de la sécurité pour cette sorte de bus qui roule à une vitesse de 5, est-ce qu'il y a des agents qui ont été formés spécialement pour assurer la sécurité? Ou bien vous allez vous rabattre sur la police nationale, pour la police circulation, etc. Oui, en réalité, il y a des agents, effectivement, qui ont été formés sur les outils d'exploitation du BHNS. Mais il y a également des mesures d'accompagnement pour assurer plus de sécurité, pour réguler, dans le souci de réguler, d'une meilleure régulation. Il a été décidé de réorganiser les lignes de transport qui sont opérées par les taxis. Donc, si vous avez remarqué ces derniers temps, il y a une campagne pour permettre aux taxis d'être identifiés avec des couleurs, mais avec aussi des numéros. Ce travail est actuellement mené par la police et l'autorité de régulation des transports. Mais il y a aussi la réorganisation de la situation des tricycles motorisés qui sont utilisés donc pour le transport urbain des personnes. Mais également, comme mesure d'accompagnement, il y a une revue du système de transport des marchandises. Donc les camions sont interdits au centre-ville et selon certaines heures. Et la libération de l'occupation illégale des domaines publics que nous avons engagé l'année dernière et qui se poursuit. Et comme je l'ai dit tantôt, ça va se poursuivre dans les autres wilayas de la capitale et de l'intérieur du pays. Mais également la mise en place d'un système informatisé pour moderniser et numériser les infractions. Vous l'avez remarqué ces derniers temps, la police travaille avec des appareils qui permettent effectivement d'enregistrer
les infractions qui sont commises et de prendre donc des sanctions appropriées pour chaque infraction. Donc, c'est tout un ensemble. C'est comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, nous sommes dans une vision globale, d'une vision qui intègre pas mal de choses avec la finalité d'améliorer le quotidien des Mauritaniens. Donc, je rebondis un peu sur ce dernier point relatif donc, aux mesures d'accompagnement qu'il vient d'énumérer. Mais il en ressort qu'en réalité, c'est la fermeté, c'est la détermination et surtout l'application de la loi qui permettent quand même d'arriver à ces résultats. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'au niveau de la capitale, il est très rare que quelqu'un brille en feu rouge. Donc ça, c'est à cause de ces mesures d'accompagnement qui ont été prises. En plus de la libération de l'espace public, c'est une action qu'on a menée il y a une année. On avait commencé par Nouakchott-Ouest et là, le résultat était quand même significatif parce que vous avez vu le marché de la capitale, les axes qui sont aux alentours. Et là, l'État aussi a fait des investissements importants parce que vous avez vu, on a repris même certaines voies qui ont été réalisées. Et il y avait quand même des voies qui étaient de 40 mètres et le passage était limité à 10 mètres. Et nous avons même pris des images par drone avant de mener cette action et après la réaction de l'action. Et donc ça a donné un résultat qui nous a permis de dupliquer cette action au niveau des autres Muqata'a. On a fait en deuxième phase, 5e, Sabkha, et maintenant on est au niveau du marché qu'on appelle communément le marché du Maroc, le marché de Sossine. Ça aussi, on a déjà dégagé cet espace et on est en train d'améliorer aussi l'environnement. Ce qui fait que ces actions, il faut leur créer encore un système d'organisation qui permet surtout de pouvoir les pérenniser. Parce qu'il ne faut pas que ça soit des actions ponctuelles et qu'après on revient à la situation. Parce qu'on a remarqué à un certain moment qu'il y a eu quand même certains récidivistes. Et là, ces derniers jours, on a commencé à reprendre cette action qui va nous permettre encore donc d'avoir quand même et de pérenniser ces acquis qui sont déjà connus et qui sont ressentis pour notre capitale. Une question pratique. On a parlé des 3 voies. Est-ce que vous avez prévu que s'il y a une voiture qui tombe en panne et qu'il y ait des remorqueurs, quelque chose comme ça pour désengorger la circulation? C'est prévu au niveau de l'acquisition des équipements, au niveau de la STP. J'ai dit qu'en plus des bis, ils ont acquis des remorqueurs pour éviter quand même les incidents dont vous avez parlé. Donc ils sont maintenant outillés pour répondre à ce genre de situation. Et ces bis intelligents, comme on dit, vont travailler cumulativement avec les autres bis qui étaient déjà en fonction. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas les remplacer. Non. En fait, c'est une organisation des lignes. Il y a plusieurs lignes. Il y a des lignes qui sont destinées aux bis à haut niveau de service, qui sont des bis, comme vous avez dit, composites, qui sont équipés, qui sont de caméras, de capteurs. Il y a aussi des bis standards. Je rappelle que ces bis composites, ils peuvent prendre jusqu'à 150 personnes. Alors que les bis standards, c'est à peu près 80 personnes. Donc, pratiquement le double. C'est pratiquement le double. Donc, ça aussi, ils ont acquis des remorqueurs qui peuvent permettre de faire face en cas d'accident ou en cas d'arrêt ou en cas de difficulté sur un bis pour venir et régler le problème. Donc, on me signale au niveau de la régie que nous sommes à la fin de cette émission. L'occasion pour moi de vous demander chacun, selon vous, quels sont les grands défis auxquels nous ferons face ou auxquels les citoyens vont faire face. Moi, je croyais qu'on aura l'occasion pour parler de la stratégie globale du département, parce qu'en réalité, vous avez vu que les réalisations s'accélèrent. On est encore en début d'un deuxième mandat. Déjà, en moins d'une année, vous avez vu le nombre de projets qui sont déjà réalisés. Mais en réalité, ce n'est qu'en début, parce que nous avons des perspectives extrêmement importantes. Parce que, comme vous savez, dans le programme Mon ambition pour la patrie, il y a de très grands projets structurants qui concernent pratiquement
c'est-à-dire tous les modes de transport, comme il a dit, multimodal. Nous avons les chemins de fer qui vont être réalisés. Nous avons une ligne qui va de Choum, qui passera par Nouakchott vers Bofal, vers Kaïdi, vers Khaï. Nous avons aussi une autre qui va permettre donc de relier toutes ces voies. Et l'axe est toujours au niveau de Nouakchott. Il y a les grands projets d'autoroutes qui sont en bonne voie, des autoroutes au sens l'autoroute Nouakchott-Boutilimite, l'autoroute Nouakchott-Rosso et l'autoroute Nouakchott-Agjoujt, Nouakchott-Nouadhibou. Et il y a aussi les grands projets structurants qui concernent les projets qui partent bien sûr de Nouakchott et qui concernent les tramways, parce qu'on parle aussi de tramways au niveau de Nouakchott et au niveau de Nouadhibou. L'ensemble de ces projets lèveront les niveaux quand même au moins de transport au niveau du pays. Et ce sont des projets qui sont déjà très avancés et j'estime que d'ici la fin du mandat, tous ces projets seront réalisés. On donnera donc un nouveau visage de la situation des infrastructures globalement dans notre pays. Laissez-moi vous dire bravo parce que vous avez profité de l'occasion pour faire passer l'élément sur lequel les autres collègues. Donc, effectivement, donc pour compléter mon collègue, je vais d'abord dire que par rapport aux infrastructures qui sont actuellement mises en place, les citoyens doivent d'abord mesurer leur importance dans leur quotidien et adopter les comportements qui sied pour effectivement les préserver, mais également faire... D'abord pour le pont Sadar, il est essentiel de rappeler à tous les usagers que le pont n'est pas destiné aux piétons. C'est-à-dire que le piéton ne doit pas emprunter le pont. C'est-à-dire qu'il ne doit pas passer là-dessus. Il ne peut pas passer sur le pont. Ça, c'est un. La deuxième chose, nous avons observé que certains chauffeurs font descendre des passagers sous le pont. Cela n'est pas permis et ne peut pas être accepté. Des mesures seront prises pour que certaines infractions autour du pont soient sévèrement sanctionnées. Il y a un sens de la circulation, il y a des panneaux qui sont installés, des panneaux de signalisation, il y a un marquage au sol. Nous sommes en train de faire la sensibilisation nécessaire, ça va prendre un temps, mais après cela, il faudra que nous essayions d'adopter les bons comportements pour effectivement circuler autour du pont. Par rapport au bus, c'est la même chose. Nous avons des équipements modernes. Nous devons les préserver. Et cela requiert des comportements que nous devons également adopter. Dans le bus, par exemple, celui qui vient en sac à dos, il doit avoir le réflexe d'enlever son sac à dos. Et les issues du bus doivent être tout le temps dégagées. On doit les dégager. Pour laisser le passage. Les sièges sont destinés aux passagers, pas pour les bagages. Donc on ne doit pas déposer les bagages sur les sièges. Ceux qui souhaitent écouter de la musique et autres peuvent mettre leur casque pour ne pas déranger les autres. Ensuite, dans les bus, il est prévu des places pour les personnes à mobilité réduite ou les femmes enceintes et autres. Et le réflexe de tous les citoyens doit être effectivement de céder la place à ces personnes-là. Mais également, ils doivent aussi avoir le réflexe de tout le temps contrôler quand ils descendent du bus, s'ils n'ont pas oublié un bagage. Donc nous devons déjà commencer à nous mettre à l'ère des infrastructures modernes dont on dispose aujourd'hui. C'est extrêmement important. Monsieur Gaye? Oui, moi aussi, je vais un peu aller dans de manière très brève, parce que le temps qui nous est imparti est pratiquement terminé. Donc, moi, je suis beaucoup plus de structure et pour vue dur, parce que c'est les ouvrages de la structure. Je vais seulement attirer l'attention sur les gens que la sécurité de manière globale, c'est l'affaire de tous. Ces ouvrages sont faits pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Tout le monde doit s'y mettre.
et garder la discipline, respecter les consignes et ne pas se presser. Et vraiment, je tiens beaucoup à ce qu'on soit patient, qu'on fasse de longs trajets pour traverser les routes, que de prendre des raccourcis. Les raccourcis, dans en tout cas ces zones réservées au BHNS, ne sont pas bons. Ils ne doivent pas être faits. Parce que les bus qui ont la liberté de rouler à 50 km/h, les chauffeurs sont censés être protégés. Ils ne peuvent pas calculer quand un individu va traverser devant eux. Donc dans ces conditions-là, il faudrait que tout le monde garde la même discipline. Et aussi, une chose très importante, ça, ce sera aussi la sensibilisation, quand on a des voies réservées et qu'il y a des charrettes qui perturbent la circulation, une fois que c'est bloqué, l'embouteillage est créé. Les charrettes, les locomotions animales, ne doivent pas être autorisées dans ces axes-là. Parce que ces axes doivent être ouverts. Et une fois qu'on a un blocage, ce sera vraiment terrible. On doit essayer de spécifier les modes de locomotion dans ces zones-là. Juste un dernier mot, c'est que comme l'a dit le président de la République lors de la visite donc, du BHNS, il s'agit de réalisations très importantes et je pense que nous, de notre côté, nous mènerons les campagnes nécessaires pour sensibiliser les populations, mais aussi tous les intervenants doivent quand même avoir un certain niveau de civisme qui permettent de préserver ces acquis, qui sont extrêmement importants. Donc les citoyens aussi, de leur côté, doivent préserver ces acquis et doivent être conscients que c'est pour eux et que c'est avec leur bien, parce que c'est l'argent des contribuables qui a permis de réaliser tous ces ouvrages et qu'ils doivent les préserver et que c'est dans leur intérêt et parce que c'est eux les premiers visés et c'est eux qui en bénéficient. C'est un dernier message que, à mon avis, doit être ressenti par les populations. Ce soir, donc, dans Zoumsir, nous avons pris le pôle d'une capitale en pleine mutation, le pont de l'amitié et le programme national de mobilité 2026. Symbolise une ambition forte qui est celle d'une vie plus fluide, plus moderne, plus humaine. Mais ces infrastructures ne seront véritablement utilisées et utiles que si chacun d'entre nous s'en empare avec responsabilité. Car une route mieux conçue, un pont flambant neuf, un bus rapide et fiable ne peuvent à eux seuls garantir la mobilité apaisée. Cela passe aussi par le respect des codes de la route, la civilité au volant, par la vigilance des piétons et par une attention collective aux plus vulnérables. Il appartient donc à chaque citoyen de protéger, de respecter, faire vivre ces investissements pour qu'ils servent durablement un bien commun. Un grand merci à nos invités pour la qualité de leurs échanges et leur éclairage, la rigueur de leurs explications. Leur expertise nous a permis de mieux comprendre les défis, les promesses de cette nouvelle étape pour Nouakchott. Et merci à vous toutes et tous, les téléspectateurs, pour votre attention, votre fidélité et votre engagement citoyen. Très bonne soirée.